Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette réglementation tant française qu'européenne avec un focus sur l'Allemagne et l'Italie des investissements étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment le gouvernement s'invite finalement à la table des négociations, notamment dans tout ce qui est M&A, donc opérations d'acquisition et de fusion. Car aujourd'hui, c'est devenu un des principaux sujets qui nous préoccupent dans ces opérations. Donc, je vais vous présenter en un mot les enjeux effectivement de cette réglementation. Ensuite, on verra ensemble le mécanisme de contrôle en France, celui qui a été mis en place par l'Union européenne. Et de l'Union européenne, eh bien, on verra comment il a été dupliqué, mais avec des spécificités, tant en Allemagne qu'en Italie. Donc, pourquoi les enjeux d'un contrôle sur les investissements étrangers? C'est une réglementation que nous connaissons en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a voulu finalement assurer la souveraineté de chaque pays, et notamment dans l'embryon de l'époque de l'Europe, en tout cas en France. Et donc, on a cherché à avoir une balance entre la souveraineté nationale et puis forcément l'ouverture à d'autres pays. Donc, on parle évidemment de protectionnisme, de souveraineté économique, et on a vu une tendance d'élargissement de ce contrôle au fur et à mesure des années. Je vous le dis, ça date d'après la guerre. Moi, quand j'ai commencé mon activité dans les années 90, on en parlait très peu, ça faisait un petit paragraphe de nos bouquins de droit. Et c'est surtout à partir des années 2010 que ce sujet a pris de l'ampleur, notamment, si vous vous souvenez, des tentatives d'acquisition d'Alstom par les Chinois. C'était sous le gouvernement de Montebourg. Et là, cette législation s'est vraiment musclée. Après ce développement des années 2010, qu'est-ce qui est arrivé? La crise sanitaire. Et là, on s'est tous aperçus qu'il fallait qu'effectivement, nous soyons plus autonomes sur nos approvisionnements et sur notre industrie. Donc, on en a remis une couche sur la réglementation. Et puis aujourd'hui, évidemment, dans un contexte géopolitique que vous connaissez, cette législation est plus que jamais d'actualité. Donc, comment est-ce qu'on contrôle les investissements en France? Donc, on va regarder trois choses. On va regarder la personnalité de l'investisseur qui cherche à acquérir une société française. On va regarder évidemment quelle est cette société qui va être acquise et dans quel secteur elle va opérer. Alors, les investisseurs qui sont visés, ce sont des personnes physiques de nationalité étrangère ou des Français, mais qui ont leur domicile à l'étranger, des entités de droit étranger et des entités de droit français, mais qui sont contrôlées in fine par des étrangers. Donc, on va remonter toute la chaîne de ce que vous connaissez aujourd'hui, particulièrement dans les banques, les bénéficiaires effectifs. Bon, on ne va pas s'intéresser à la personnalité de l'investisseur au premier lieu, mais on va remonter toute la chaîne de contrôle pour s'assurer qu'on n'a pas d'étrangers, au fait, in fine, qui détiennent le pouvoir de cette société. On va passer maintenant aux investissements visés. Effectivement, il s'agit d'acquérir le contrôle d'une entité française, donc une société, mais pas seulement une société. Ça peut être l'achat d'un fonds de commerce, ça peut être l'achat d'une succursale d'une entité étrangère. On pourrait penser d'abord que, comme elle n'a pas de personnalité juridique, eh bien, elle est considérée comme une société étrangère, mais non. Du fait de sa présence sur le sol français, on va également regarder qui va prendre le contrôle de cet actif. On va passer au secteur visé. Au début, les secteurs visés, donc quand je vous parlais des années 50, on était vraiment sur l'armement et sur la presse. On a même des grandes libertés qui font que vous pouvez non seulement prendre le contrôle stratégique d'un pays, mais également intellectuel. Aujourd'hui, toute une panoplie de secteurs sont visés, et notamment depuis la crise sanitaire, on a élargi ça à l'agriculture, à toutes les connexions Internet, au transport, à l'approvisionnement en eau et en énergie. C'était déjà un sujet sous le gouvernement Montebourg. Dès que vous achetiez une société qui avait 4-5 éoliennes, il fallait demander une autorisation. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous faire la liste à la Prévert de tous ces secteurs, mais finalement, aujourd'hui, presque tous les secteurs sont visés, sauf ceux du négoce classique.
Donc, dans presque tous les cas, vous êtes obligé de vous interroger, notamment la santé publique. Si vous voyez, on n'a pas de définition. Hein. Ce sont vraiment des secteurs qui sont nommés par la réglementation et le gouvernement ne veut pas faire de définition. Donc, vous ne savez pas exactement ce qui rentre là-dedans, si c'est de la pharmacie, si c'est du laboratoire. À chaque fois, il faut se poser la question. Et donc, dans la pratique, on est amené à plutôt demander des autorisations que de passer à côté de cette réglementation. Mais pourquoi ne pas passer à côté de cette réglementation? Parce que les sanctions sont très lourdes. Je vais vous parler d'abord des sanctions avant de vous expliquer comment se passe la procédure. Mais les sanctions, elles sont de plusieurs ordres. Alors, une sanction pénale et qui vise tant l'investisseur que la personne qui vend. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont visées, hein, tant que si vous êtes à la vente qu'à l'achat. Donc, vous avez des sanctions d'emprisonnement, de confiscation des biens, une nullité absolue de toutes les conventions, c'est-à-dire qu'on peut vous annuler la vente qui a été passée si vous n'êtes pas passé par cette procédure d'autorisation. Et ça, pour une durée de 5 ans. Tout de même, on est sur une prescription de droit commun en France, donc vous avez une épée de Damoclès pendant 5 ans au-dessus de la tête si vous n'avez pas réalisé cette autorisation. Il y a également des sanctions pécuniaires très élevées. Hein, vous voyez 10% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, 5 millions pour des personnes morales, 1 million pour des personnes physiques, des pouvoirs d'injonction du ministre de l'économie. Bref, on rigole pas. Et il ne faut pas se penser qu'on passe au travers des mailles du filet. Il y a des contrôles a posteriori qui sont diligentés par la direction du Trésor. Nous, on l'a vu dans des dossiers où effectivement, 1 an après, tout à coup, on a eu des questions qui nous ont été posées. Pourquoi vous n'avez pas demandé l'autorisation? On avait effectivement fait l'analyse et on pensait ne pas devoir la diligenter. Et effectivement, on s'en est sorti, mais tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai contrôle, il y a une cellule de surveillance des investissements stratégiques qui a été mise en place avec une liste d'entreprises qui sont surveillées en permanence par la direction du Trésor. Donc, ce n'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. La sanction, le déroulé de la procédure, je vais pas rentrer dans le détail non plus, mais retenez qu'il faut 30 jours. Ça va quand même très vite. Alors, il faut remplir un formulaire assez long, il faut décrire évidemment la cible, il faut décrire la personnalité de l'investissement étranger. Et donc, ça prend du temps, ça prend beaucoup de documentation, mais une fois qu'on l'a rempli, la procédure va très vite, la direction à Bercy qui s'en occupe s'en saisit très vite, vous avez tout de suite un interlocuteur dédié et on peut discuter avec cette personne des conditions dans lesquelles on peut mettre en place l'investissement étranger. Pour vous faire quelques statistiques, vous voyez grosso modo c'est assez stable. Hein, le gouvernement publie un rapport tous les ans, donc on a des chiffres. Sur 2021, 2022 et 2023, on a grosso modo un volume de 300 à 400 dossiers qui sont déposés. La plupart du temps, dans 70 à 80%, le gouvernement vous répond que ça va, pas de problème. Alors, il vous le dit pas comme ça, il dit que la procédure de contrôle n'a pas à s'appliquer. Parfois, on ne comprend pas tellement pourquoi, mais on est content. Elle n'a pas assez appliqué. Et ensuite, vous avez quand même, vous voyez, à peu près 60 à 70 dossiers par an qui sont soumis à des conditions. Alors, vous avez sans doute suivi la presse de ces derniers mois. Un dossier qui a beaucoup fait bouger les lignes ces derniers temps, c'était le contrôle de la société qui fabrique le Doliprane en France, qui a été vendu pour partie à des Américains. Et là, il y a des conditions qui ont été appliquées à la société américaine, qui ne doit en particulier pas délocaliser la production aux États-Unis et qui doit réserver une partie des produits sur le sol français. Donc, quand j'ai relu tous les articles de presse, c'est assez rigolo. On ne vous parle pas de cette cellule de Bercy qui s'en occupe, mais on comprend qu'il s'est passé des choses en haut lieu et c'est dans le cadre de cette procédure qu'elles ont été mises en place. Ça m'amène à vous parler de l'Union européenne, puisque nous, on a été certes précurseurs dans la mise en place de cette législation, mais l'Union européenne s'en est tout de même émue. Alors, pourquoi elle s'en est émue? Parce qu'elle a bien vu qu'il se passait des choses sur son territoire et que tout à coup, on avait
des investisseurs étrangers qui tentaient de prendre des fleurons de notre économie, pour les appeler comme ça, et donc d'exercer un contrôle de plus en plus déterminant sur le sol européen. Donc en mars 2019, on a une adoption d'un règlement. Donc pour qu'on l'adopte en 2019, vous pensez bien qu'il était déjà dans les cartons les années d'avant, pour au niveau européen avoir un élargissement de cette procédure. Alors, qu'a fait au fait l'Union européenne? L'Union européenne a dit à tous ses États membres, il faut que vous mettiez en place une réglementation de contrôle de ces investissements étrangers. Moi, Union européenne, je ne vais pas me prononcer, je ne vais pas émettre d'interdiction, c'est pas mon rôle, mais je vous demande une coopération et en particulier de me faire remonter toutes les informations. Donc, dès qu'il y a un investissement dans n'importe quel pays de l'Union européenne, l'information remonte à Bruxelles, qui va faire des observations, qui va également regarder l'investissement et va suggérer à l'État membre de l'autoriser ou de l'autoriser sous condition ou de le sanctionner ou de l'interdire. Donc, cette notification est très, très importante et dans ce règlement également, l'Union européenne a proposé un certain nombre de secteurs qu'elle estime vitaux pour l'Union européenne et donc elle a proposé des secteurs à mettre dans les législations. Vous avez compris, je vous ai dit notre législation s'est étoffée, elle s'est aussi étoffée sous l'impulsion de l'Union européenne en 2019 et c'est pour ça que ça a coïncidé, 2019-2020, on a la crise sanitaire, tout ça allait dans le même sens et donc depuis cette date-là, on a corsé le contrôle en France sous l'impulsion de l'Union européenne. Alors vous voyez quelques éléments de contexte, on n'a pas fait ça pour rien effectivement parce que si vous regardez le graphique, il est très parlant. Au fait, le nombre d'investissements qui avaient lieu dans l'Union européenne s'est accru ces années-là. Ça correspond également à la mise en place de politiques étrangères comme par exemple la route de la soie par les Chinois qui ont pris beaucoup d'investissements dans tous les pays entre eux et nous, l'Europe, mais qui ont évidemment commencé à s'implanter aussi fortement dans des assets tout à fait stratégiques de l'Union européenne. Le taux de refus, il est très léger. Là, on a des statistiques au niveau européen. Je vous disais tout à l'heure, au niveau français, finalement, c'est assez rassurant puisque 80% des dossiers passent sans problème. Eh bien, si vous retrouvez des statistiques au niveau européen, c'est un peu pareil puisqu'on n'a que 1% de refus. On a des renonciations à la transaction quand même sur 4%, donc des acheteurs qui se retirent parce qu'ils voient bien que ça va être trop compliqué. Et ensuite, on a 10% d'autorisation conditionnelle. Donc, c'est pas énorme. Vous voyez qu'il n'y a pas à s'en inquiéter parce que dans la majorité des cas, on s'en sort bien. Mais c'est vraiment vital de faire cette procédure parce que 85% chic, ça vous rajoute 30 jours à votre calendrier. C'est un petit peu ennuyeux, mais quelle sécurité derrière par rapport aux sanctions auxquelles vous pouvez avoir affaire. Voilà. Je vous ai expliqué que chaque pays de l'Union européenne devait mettre en place ces procédures de contrôle. Donc, vous avez une carte qui date de fin 2023. Donc, tous les pays en bleu sont les pays qui ont mis en place une procédure de contrôle. Vous voyez que certains l'ont fait très tard, la Belgique, la Bulgarie, l'Estonie, l'Irlande, le Luxembourg, la Roumanie, la Slovaquie et la Suède. Et il était temps qu'ils s'y mettent. Je vous rappelle aussi que Volvo a été racheté par des investisseurs chinois. Et on a un petit peu mis au pas aussi des pays comme la Grèce. La Grèce, je vous le rappelle également, les Chinois ont pris une forte participation dans le port du Pirée. Donc tout ça commençait à inquiéter l'Union européenne. C'est pour ça qu'elle a vraiment insisté pour que les pays mettent en place ces législations et fassent remonter l'information. Parce que quand la Grèce a vendu son Pirée, l'information n'est pas remontée. On était avant la législation européenne. Donc maintenant, on a un contrôle dans quasiment tous les pays. Voilà, ceux qui étaient en rose sont en bleu depuis l'année dernière. Et c'est dans ce cadre, forcément, que nous avons un contrôle sur des pays comme l'Italie et l'Allemagne. Et donc, l'Allemagne étant le premier partenaire européen de la France. Christophe va vous expliquer comment se passe ce contrôle en Allemagne.
Merci beaucoup, Cécile. Merci pour cette grande clarté dans le dispositif. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de questions auxquelles nous répondrons en fin de présentation. Mais merci pour cette présentation d'une grande limpidité. Voilà. Christophe, et on traverse le Rhin et de l'autre côté du Rhin, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, d'accord. Bonjour à tous. Alors, venons maintenant au contrôle des investissements étrangers en Allemagne. Et ce n'est pas très surprenant puisque c'est une réglementation européenne que c'est pas trop différent de la législation française. Mais quand même, il y a des différences que je vais vous faire voir. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les aspects clés d'un contrôle investissement étranger en Allemagne? D'abord, il faut l'investissement étranger, c'est clair, c'est comme en France. Hein. Deuxièmement, il faut une certaine influence, un contrôle. C'est moins qu'un contrôle, c'est aussi les 10 à 25% qu'il faut avoir dans une industrie critique. Et donc là, il y a une différence, qu'on fait une distinction en Allemagne entre des industries qui sont nommées intersectorielles ou spécifiques au secteur. Là, il y a deux approches différentes d'évaluation des investissements. Les conséquences légales, c'est un peu pareil comme en France. Il y a des amendes, il y a aussi des droits pénals. Donc là, il y a aussi des interdictions qui peuvent être faites par le gouvernement. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai un investissement en Allemagne? Qu'est-ce qu'il faut observer? Alors, premièrement, il faut se demander, c'est pas pareil comme en France, il faut se demander, est-ce que l'industrie dans laquelle je veux m'investir est soumise à la évaluation intersectorielle? Je vais vous faire voir tout de suite ce qui c'est. Ou est-ce que c'est une industrie qui s'applique à une évaluation spécifique au secteur? La différence fait que dans le cas quand c'est intersectoriel, ça ne s'applique seulement aux investisseurs non européens, c'est-à-dire en dehors de l'Union européenne AELE. Hein? Par contre, deuxièmement, le secteur spécifique au secteur évaluation s'applique à tous les étrangers, c'est-à-dire aussi aux investisseurs qui proviennent de l'Union européenne. Donc là, pour l'examen intersectoriel, qu'est-ce qui sont les industries qui sont visées? Là, vous voyez, c'est comme en France, dans ce cas, ce sont les infrastructures qui sont dites critiques. C'est l'énergie, c'est la nourriture, c'est l'eau, produits agricoles, santé publique. Il y a une longue liste. Hein, je ne vais pas parler de tous, mais c'est une longue liste aussi. Ça concerne une certaine technologie, domaine spatial, des médicaments, recherche atomique. Et troisièmement, ça s'applique aussi aux télécommunications et aux informations, comme la conduite autonome, intelligence artificielle. Ça, c'est un des cas. L'autre cas, c'est l'examen sectoriel. Et ça s'applique, et ça, c'était déjà avant la législation européenne, le cas. Il y avait déjà un contrôle des investissements étrangers dans une activité dite sectorielle. Et ça s'applique à la défense, au secret défense, c'est-à-dire les armes, munitions, techniques d'armement, brevets, supersécurité, police nationale. Mais c'est très limité. Et je vous rappelle, ça s'applique à tout le monde, à tout étranger, même les Européens. Par contre, les secteurs qui sont nommés intersectoriels ne s'appliquent pas aux Européens. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir si j'ai un investissement en Allemagne, est-ce que l'industrie où je suis intéressé à investir fait part de la liste sectorielle, donc c'est plutôt le militaire, c'est la défense, ou c'est part de longues listes intersectorielles. Si ça fait part du investissement sectoriel,
il y a une notification obligatoire et il y a un contrôle par le ministère de l'économie et de l'environnement. Ça devient un petit peu plus compliqué s'il s'agit d'une évaluation intersectorielle. Pourquoi? Parce que là, il y a la longue liste et si on applique un des industries, infrastructures critiques, et on constate que l'investissement que je veux faire fait part de cette liste, il y a aussi une notification obligatoire et la même chose se passe, il y a un contrôle par le ministère de l'économie et de l'environnement. Si ce n'est pas le cas, je ne trouve pas l'industrie où je suis intéressé dans la liste, il y a quand même la possibilité du gouvernement de saisir ce cas au bout d'une période de 5 ans, même si ce n'est pas obligatoire de faire une notification, le gouvernement pourrait quand même saisir ce cas concerné et interdire la transaction même après 3 ou 4 ans. Pour ce motif-là, il y a la possibilité de déposer une déclaration facultative pour avoir une obtention d'un certificat de non-objection. Ça, je ferai dans ce cas-là où j'ai des doutes, même si ce n'est pas toujours clair la liste, c'est pas toujours clair. Et aussi, même si ce n'est pas sur la liste, il y a quand même des raisons où le gouvernement pourrait dire que ça concerne la sécurité nationale. Et donc, dans ce cas-là, quand j'ai des doutes, nous, on ferait, en tout cas, on recommanderait aux clients de faire une déclaration facultative pour obtenir un certificat de non-objection. Quelques détails de l'évaluation intersectorielle. C'est une acquisition de 10 à 25%, ça dépend du cas. Ça s'applique au share deal, au asset deal, au fonds de commerce. Ça s'applique également en cas d'arrangement abusif. Et là, c'est important, je vous rappelle, ça ne s'applique qu'aux acquéreurs qui ne proviennent pas de l'Union européenne. Mais c'est clair, maintenant, c'est aussi le Royaume-Uni qui est concerné, puisqu'ils ne sont plus membres de l'Union européenne. Donc là aussi, c'est un acquéreur vient du Royaume-Uni, ça s'appliquerait. Et ça, c'est aussi important, même si c'est un investisseur européen, mais qui est contrôlé, par exemple, par une entité d'un État tiers, par exemple la Chine, cet régime s'appliquerait aussi. Là, ça, c'est important, même si c'est une entreprise française, mais qui est dominée, ou qu'il y a eu, pas dominée, mais il suffit déjà qu'il y a une participation à hauteur significative, là aussi, ce régime s'appliquerait. Et ça, c'est pas pareil dans tous les pays européens, ça s'applique aussi au investissement greenfield. Si je crée une société en Allemagne, je peux toujours faire ça sans contrôle. Donc là, et ce qui est important pour la décision du gouvernement, on regarde toujours le pays d'origine. Ça fait une différence si l'investisseur est du Canada ou Chine. Voilà. Et on regarde aussi s'il y a un contrôle par le gouvernement d'un État tiers. On a vu ça, je vais vous donner un exemple plus tard. On a vu ça, que ça faisait la différence et ça, finalement, était une raison pour le gouvernement allemand d'interdire la transaction. Pour l'évaluation sectorielle, ça concerne le militaire, la défense, il suffit déjà 10% des actions ou des droits de vote. Pour le reste, c'est similaire, on a le même processus. Et donc, la raison pour interdire la transaction, c'est une menace pour la sécurité militaire ou d'autres intérêts de sécurité publique. Alors, le processus, si je suis dans le régime où je dois faire une notification obligatoire, la transaction reste en suspens jusqu'à l'autorisation. Je ne peux pas réaliser. C'est une interdiction de réaliser. Et ça a un certain impact sur les transactions parce que ça dure du temps. Ça dure du temps. Il y a un examen préliminaire qui dure à peu près 2 mois.
Mais s'il y a des doutes de part du gouvernement, ça peut durer même plus long. Ils vont demander plus de documents et ça va durer 4 mois, même plus long. So, c'est assez problématique pour les transactions quand tu n'as pas le temps d'attendre 6 mois. Donc, et dans les meilleurs cas, c'est terminé dans 2 mois. Et là, pour l'autre situation, quand il y a seulement une notification facultative, la transaction est valide jusqu'à une interdiction éventuelle. C'est-à-dire, je peux réaliser la transaction, mais j'ai le risque qu'à un moment donné où le gouvernement saisit le cas et fait le contrôle, qu'il y a une interdiction après. Finalement, l'exemple que je voulais vous raconter, c'était très discuté en Hambourg, c'est le port d'Hambourg. Ça, c'était une dite infrastructure critique, parce que c'était le terminal à conteneurs dans le port de Hambourg. Et il y avait l'intérêt d'une entreprise d'État chinoise d'acheter la société qui appartenait au port d'Hambourg, le terminal. Donc, en tout cas, c'était obligatoire de notifier. Et le gouvernement a décidé que c'était une existence d'un danger pour l'ordre public et la sécurité de l'Allemagne. Et ils ne sont pas interdits à 100%, mais il y avait une interdiction partielle. Ils ont dit seuls moins de 25% des parts pouvaient être acquises. C'est-à-dire seulement une participation financière était autorisée, mais pas plus. Pas de contrôle d'une entreprise chinoise qui est dominée par l'État chinois dans le port d'Hambourg parce que c'est une infrastructure critique. Donc, je termine ici. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Et juste une question, Christophe. Est-ce que les sanctions, on pourra en reparler peut-être, mais est-ce que les sanctions sont comparables à celles que Cécile nous a exposées? Oui, c'est absolument comparable. C'est comparable. Ouais. Ouais. D'accord. Les sanctions, c'est lourd, hein, en tout cas. Ouais. Non, mais déjà, évidemment, il y a le blocage de l'investissement, c'est la première des sanctions, clairement. C'est évident, mais en plus, pour les PME, hein, certaines qui nous écoutent et qui nous lisent, ça peut être aussi des sanctions quand même assez conséquentes en termes de pénalités ou des sanctions pénales, comme Cécile l'a exposé. Merci beaucoup, Christophe, pour l'exemple allemand. On voit la différence, hein, malgré l'UE, entre les deux systèmes. Et on va voir maintenant un troisième grand pays de l'UE. Et c'est avec plaisir qu'on va basculer vers l'Italie et vers Milan. Et Leonardo, je vous laisse nous exposer le cas italien. Merci Pascal. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Leonardo Pruni. Je suis un avocat italien associé au cabinet Alpegiani Avvocati Associati de Milan. Je vais vous donner aujourd'hui une panoramique de la réglementation italienne sur les investissements directs par l'étranger, ce que nous appelons les Foreign Direct Investments, le FDI. La matière a été donc réglementée pour la première fois en 2012 et initialement, elle a été limitée à quelques secteurs tels que la défense, les communications et l'énergie. Ensuite, la législation a été considérablement étendue pendant la pandémie du Covid-19 et aussi notamment pour mettre en œuvre le règlement numéro 452 dont parlait Cécile. Un peu comme la France et l'Allemagne, mais je pense comme beaucoup de pays européens, notre législation se base sur 3 caractéristiques principales qui sont les secteurs intéressés par l'investissement, la nationalité de l'investisseur en termes de européen ou appartenant à l'espace économique européen et étranger, et le type d'investissement. Le premier secteur qui a naturellement été réglementé en premier était le secteur de la sécurité nationale et de la défense. Et ce secteur-là s'applique à tout le monde, donc qu'il soit italien, ressortissant de l'Union européenne, de l'espace économique européen, et étranger. Tout le monde doit procéder à une notification en ce domaine, en ce secteur.
Les autres secteurs qui ont été introduits en 2020 à la suite de l'implémentation de la réglementation européenne sont quand même très nombreux. Contrairement à Cécile, je vais vous faire la liste et elle est quand même assez générale. Elle concerne donc l'énergie, l'eau, les données, les informations sensibles, les infrastructures électorales, le secteur financier, y compris le secteur de l'assurance et le crédit, l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'aérospatiale non militaire, la fourniture de facteurs de production et le secteur agroalimentaire, la santé, bien évidemment, les biens à double usage, la liberté et le pluralisme des médias, qui est une définition très, très générique et qui donne énormément de pouvoir sous le profil politique, et les transports et les communications. Comme nous avons dit, le deuxième élément à considérer est la nationalité de l'investisseur. Qui est considéré un investisseur hors de l'Union européenne? Pour les personnes physiques, c'est une personne qui n'est pas un citoyen d'un État membre de l'Union européenne, ou une personne qui est citoyen de l'Union européenne, mais qui n'a pas de résidence, domicile, siège social dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Pour les entités juridiques, c'est une entité qui n'a pas le siège social, un siège ou son établissement principal dans l'Union européenne ou l'espace économique européen. Elle n'est pas établie d'une autre manière dans l'Union européenne, ou une entité qui a son siège social ou un critère de connexion dans l'Union européenne, mais qui est directement ou indirectement contrôlée par un investisseur non européen. Cela nous porte une première conclusion, c'est que ce qui est très important est de revenir sur la chaîne de contrôle des sociétés. Donc, ce n'est pas limité à la société qui fait l'opération, la société objet, le sujet de l'opération, mais là, on a relevance. Ce qui est relevant est bien le bénéficiaire effectif, de la même manière qu'en France, je pense. Nous allons voir maintenant quand la notification est nécessaire pour un investisseur européen. Comme vous voyez, donc, nous avons la sécurité nationale et la défense, mais il faut aussi bien tenir en considération les secteurs de l'énergie, la santé, et non pas seulement la santé publique, mais aussi la santé privée. Car en Italie, nous avons beaucoup de sociétés privées qui ont des accords, des conventions avec l'État. Et donc, nous assistons à une privatisation de la santé, raison pour laquelle elle n'est pas limitée au secteur public. L'agroalimentaire, typiquement un des éléments très importants en Italie, les transports, les communications et toujours le secteur financier. Nous revenons maintenant à la troisième caractéristique qui intéresse la législation en matière de IDE. Et donc, nous avons trois types d'opérations visées en général. Et donc, au-delà des secteurs de la nationalité de l'investisseur. Ainsi, nous avons les achats de participation, actes de cession, introduction en bourse, augmentation de capital. Autres actes comme les fusions, les scissions, les transferts de fonds de commerce, d'activités, les liquidations, même les octrois de titres et le transfert de propriété intellectuelle. Et comme pour l'Allemagne, la constitution d'une société, c'est-à-dire les investissements greenfield. Il faut dire que nous avons des règles qui sont prévues aussi pour les opérations infragroupes, mais elles sont bien moins lourdes, moins strictes. Et donc, je ne propose pas de vous faire une illustration sur ce point aujourd'hui. Peut-être le cadre plus important est l'achat de participation dans les secteurs de la sécurité nationale et de la défense. Comme vous voyez, elle s'applique à tout le monde et nous avons des seuils très détaillés. C'est-à-dire que vous partez par le 3% et ensuite, chaque fois qu'il y a une acquisition de nouvelles participations qui dépasse les seuils du 5, 10, 15, 20, 25 et 50%, vous avez une obligation de notification.
Pour ce qui concerne les autres actes, nous faisons une référence aux modifications de contrôle. Et là, nous insérons le concept de contrôle dans le sens européen, c'est-à-dire que le contrôle peut être considéré soit un élément quantitatif, la majorité de participation, soit un élément qualitatif, le pouvoir par pacte entre actionnaires de nommer la majorité des administrateurs d'un conseil d'administration, le pouvoir de exercer des droits de veto, le pouvoir de contrôler ceux qui emportent un 40% de majorité, l'assemblée ordinaire d'une société, celle qui approuve les bilans. Donc, vous voyez, le concept est bien évolué sur la base aussi des lois financières que nous avons eues en Italie en implémentation des droits financiers européens, du droit financier européen. Pour ce qui concerne le Greenfield, là, c'est très simple. Il faut toujours notifier dans le secteur sécurité nationale. Je vais passer au devoir de notification dans les autres secteurs, en précisant que pour les investisseurs de l'Union européenne, les autres secteurs qui concernent la communication, l'énergie, les transports, la santé, l'agroalimentaire et la finance sont équiparés à la discipline pour les étrangers. Donc, un investisseur français dans ces secteurs devra toujours considérer l'évaluation d'une notification. Pour les investisseurs non de l'Union européenne, nous avons 3 critères. Le premier, eh bien, le plus logique, c'est l'acquisition d'une participation du contrôle. Le deuxième est quand même très, très bas, c'est-à-dire quand la valeur de l'investissement est d'au moins 1 million d'euros et l'investisseur acquiert 10% du capital social de la société. Donc, ça va toucher aussi les PME et ça les touche assez fréquemment. En outre, enfin, toutes les fois que l'acquisition de nouvelles participations entraîne le dépassement des seuils du 15, 20, 25 et 50%, vous avez une obligation de notification. Pour les autres actes, nous faisons toujours référence au contrôle. Pour les investisseurs de l'Union européenne, c'est dans les secteurs que nous avons vus. Pour les investisseurs étrangers, je le dis avec une valence technique, naturellement, c'est le critère est celui de la modification du contrôle ou de la propriété ou de la cession d'actifs stratégiques. Donc, cela donne aussi une grande discrétionnalité au gouvernement en l'évaluation de ces notifications. Pour ce qui concerne le Greenfield, c'est-à-dire la constitution d'une nouvelle société, la réponse est non pour un investisseur qui est de l'Union européenne, oui pour un investisseur non de l'Union européenne quand la participation concernée est plus que 10%. La procédure, quelques notes, disons, substantielles. Normalement, la notification, excusez-moi, se fait dans les 10 jours suivant la signature d'un contrat qui a des effets contraignants. Par exemple, un contrat préliminaire, le SPA typique. La procédure dure 45 jours. Elle peut être suspendue par 10 jusqu'à 20 jours par le gouvernement. Et entre 45 jours ou le terme plus long conséquent à la suspension, le gouvernement peut déclarer que l'opération n'est pas relevante, imposer des conditions à la réalisation des opérations et, dans les cas plus sensibles, interdire l'opération. Il est important de noter que le silence du gouvernement signifie approbation de l'opération. Toutefois, il faut bien être clair que tant que la procédure n'est pas achevée, les droits de vote et tout autre droit administratif, donc pas le droit au profit naturellement, mais tout autre droit de vote lié à la participation concernée sont suspendus. Je vais aussi parler, mais très brièvement, de la procédure de pré-notification, simplement pour dire que du moment qu'elle dure seulement 30 jours, il est possible, quand les parties sont très confiantes que le secteur n'est pas touché par l'opération, de procéder à faire une pré-notification.
cela se fait non pas sur la base d'un acte contraignant comme un contrat préliminaire, mais bien comme une manifestation d'intérêt, memorandum of understanding, c'est-à-dire un acte qui n'est aucunement contraignant, sauf que pour les deux typiques obligations qui sont celles de la confidentialité et de l'obligation de négocier en bonne foi. Le gouvernement peut décider que l'opération ne retombe pas dans la législation, peut décider que la transaction tombe dans la législation, mais le gouvernement n'est pas intéressé à exercer ses pouvoirs, ou bien que la transaction est pertinente aux fins des pouvoirs spatiaux et donc la notification est requise. Cela fait que nous faisons très peu de pré-notification parce que le risque que le gouvernement ne répond pas signifie exactement que vous aurez 30 plus 45 jours, plus éventuellement de 10 à 20 jours. Donc, c'est une procédure qui dure. Nos sanctions sont plus simples, je dirais moins strictes que celles françaises ou allemandes. Nous avons une amende pécuniaire qui peut arriver jusqu'au double de la valeur de la transaction et en tout cas ne peut pas être inférieure à 1% du chiffre d'affaires cumulé généré par les entreprises concernées. Et nous avons l'annulation, ça c'est droit civil, de la transaction. C'est-à-dire que le gouvernement peut annuler la transaction, les parties ont 1 an de temps pour se revendre la participation, et ce qui est assez grave toutefois est que toute résolution qui a été adoptée avec le vote décisif de l'investisseur est annulée. Et donc, dans le cas d'augmentation de capital, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très clair. Quelques données, enfin, je vais tenter d'être très bref. En 2022, nous avons eu 651 notifications. 2023, 727 entre notification et pré-notification. Les autres secteurs ont couvert le 88% des notifications. Et le 70% s'agissait d'opérations d'acquisition ou d'intérêt. Nous avons eu 30 décisions du gouvernement d'exercer les pouvoirs spéciaux, donc ça fait plus ou moins 50%, un peu moins, mais le gouvernement n'a exercé le droit de veto que dans 2 cas. En 2024, nous avons eu bien moins de notifications, 670, enfin c'est similaire au 2022, 29 décisions en ce cas aussi du gouvernement d'exercer les pouvoirs spéciaux. Et aussi dans ce cas, le gouvernement a exercé le droit de veto dans 2 cas. Il faut aussi ajouter que 2 des 29 transactions autorisées impliquaient des investisseurs français et nous les verrons comme dernière diapositive. Le premier cas, en septembre 2024, Fnac Darty et Unieuro. Le groupe français Fnac Darty a lancé une offre publique d'achat sur Unieuro, qui est un des principaux détaillants d'électronique grand public et d'appareils d'électroménager en Italie. Le gouvernement a envisagé d'utiliser ses pouvoirs, ce qui est curieux, non pas en relation à la stratégie, parce que quand même les électroménagers, ça devrait pas être un secteur sensible, mais il l'a limité en relation aux données sensibles, c'est-à-dire le droit de privacy et surtout au paiement numérique, parce que ça allait toucher les banques, les informations bancaires. Et donc là, comme je pense en France et en Allemagne, le gouvernement protège bien ces banques. Le deuxième cas est Safran et Microtechnica, qui en fait, en 2023, Microtechnica est un fournisseur de technologies sensibles pour les forces armées italiennes. Safran a acheté la majorité de la participation. Le gouvernement s'est opposé par un veto, mais il semblerait, parce qu'on n'a pas malheureusement d'informations ultérieures, qu'en 2024, Safran ait offert des garanties suffisantes en matière de sécurité, de continuité des services, c'est-à-dire les fournitures militaires pour les forces armées italiennes. Voilà, ça c'est pour le profil italien. Parfait, merci beaucoup, merci Leonardo, merci Christophe, merci Cécile. D'abord, je voudrais remercier
Christophe et Leonardo qui ont un français parfait, hein, vous l'aurez noté. Si, vraiment. Je me permets de le dire. Donc voilà, voilà les contacts, hein, évidemment, que vous pouvez avoir. On vous l'a dit. Je sais pas, tu veux conclure, Cécile? Oui, j'avais quelques mots de conclusion quand même pour nos auditeurs. Effectivement, si vous avez un peu compris, il y a quand même des différences sensibles entre nos législations, et en particulier nous, on ne distingue pas des investisseurs qui soient européens ou non européens. Hein. Ce qu'on regarde vraiment, c'est le seuil de participation qui a été pris. Ouais. Donc, à partir de 10% pour les sociétés cotées, 25% pour les autres sociétés. C'est ça qui est déterminant, et je rebondis un peu sur le chat. Ça concerne également les PME. On ne regarde pas le montant de la transaction et absolument pas relevant. Grande différence aussi donc sur les seuils de participation. Hein, vous avez vu que même en Italie, ça peut descendre beaucoup plus bas. On peut commencer à 3% sur le secteur de l'armement avec des seuils différenciés. L'Allemagne a également des seuils différenciés. On remercie vraiment nos partenaires allemands et italiens de ne pas faire de différence entre les investisseurs européens et non européens. Malheureusement, on n'est pas aussi sympa en France. Ils sont plus européens que nous. Ce qui m'a frappé également, c'était que la constitution des sociétés en Italie sont impactées. Alors que nous n'avons pas de contrôle sur les constitutions à Mielo. Donc c'est sauf à être sur des montants très importants de capital social où on a des obligations de notification au gouvernement, mais finalement c'est très rare. Donc ça c'est vraiment une différence essentielle.